Il est adopté. Nous arrivons à un additionnel après 21. Un amendement 448 du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE, a été instituée en remplacement de 3 taxes préexistantes le 4 août 2008 par la loi de modernisation de l'économie. La mise en œuvre de ce texte a montré de nombreux excès ou incongruités. Par exemple, nous avons taxé, Monsieur le rapporteur général, les croix des pharmaciens, les enseignes institutionnelles police. Alors, les assises de la simplification ont confirmé la nécessité de prévoir la clarification de ce texte. L'amendement qui vous est aujourd'hui soumis a été rédigé à partir des propositions et des observations des professionnels et de l'Association des maires de France, comme le gouvernement s'y était engagé dans le cadre des assises de la simplification. Il vise à clarifier, à corriger le texte et à préciser les modalités de recouvrement de la taxe. Ainsi, les supports non taxables ont été précisés. Les supports non taxables, ce sont les supports qui résultent d'une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle. La signalétique directionnelle dont l'objectif est de diriger la clientèle vers l'entrée du point de vente, la sortie de l'aire de stationnement ou l'atelier de réparation. Là aussi, c'est exonéré. Et enfin, les informations relatives à la localisation de services à caractère public, la croix de la pharmacie par exemple, et les horaires d'ouverture et les moyens de paiement acceptés notamment. Voilà, le gouvernement poursuit ses travaux pour mettre à la disposition des collectivités et des entreprises un modèle de déclaration CERFA au début de l'année 2012. Merci, Madame le ministre. Monsieur le rapporteur général, s'il vous plaît, votre avis. Alors, il est exact qu'il faut vraiment apporter différents aménagements après 2 ans d'existence de cette taxe, de cette réforme plus exactement, parce qu'elle existait déjà, de la taxe sur les publicités extérieures. Alors, il y a 2 sujets, si je comprends bien, parce que là aussi, nous n'avons pas examiné l'amendement, et j'appelle l'attention de mes collègues parce que j'émettrai un avis de sagesse. Le premier, jusqu'à présent, pour que cette taxe soit transférée des communes à l'intercommunalité, à l'EPCI, il fallait des délibérations concordantes. Le gouvernement nous propose une majorité qualifiée, 2/3 des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils représentant les 2/3 de la population. Cette taxe locale sur les publicités extérieures est un sujet qui est toujours un peu sensible. Donc il faut bien être conscient qu'on passera de l'unanimité à la majorité qualifiée. Moi, personnellement, j'y serais plutôt favorable. Bon, mais deuxième sujet, ce sont les exonérations. Alors, nous avons un grand spécialiste des exonérations qui est Nicolas Forissier, qui chaque année nous propose des amendements pour élargir les exonérations. Mais là, nous allons un peu plus loin que les amendements Forissier, puisqu'on propose d'exonérer les supports relatifs aux professions réglementées, ça doit être les pharmacies par exemple, et puis les supports dédiés aux horaires, tarifs et moyens de paiement d'activité. Voilà, donc c'est un peu plus large que ceux dont on a l'habitude et sur lesquels on était plutôt d'accord. Voilà, donc pour ma part, une sagesse plutôt favorable. Voilà. Alors, je mets aux voix cet amendement avec un avis de sagesse positive du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est ainsi adopté. L'amendement 76 n'est pas défendu, pas plus que le 173, pas plus que le 333, pas plus que le 175, pas plus que le 227. Monsieur Brard, 258. Merci Madame la Présidente. Heureusement que l'opposition est là, n'est-ce pas? Oh. Et oui, ça simplifie et ça clarifie. Madame la Ministre, le 23 septembre 2009, rappelez-vous, Nicolas Sarkozy a déclaré à la télévision, je le cite, « Il n'y a plus de paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, le secret bancaire, c'est fini. » Évidemment, c'était une farce, cette annonce, puisque depuis, rien n'a véritablement changé.
Les promesses du G20 de Pittsburgh de septembre 2009 sont loin. Les multinationales sont implantées dans les paradis fiscaux, notamment les entreprises du secteur financier, la BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société Générale disposent, pour n'en rester qu'à elles, de 361 entités offshore, ce qui représente 15% des filiales de ces groupes. Nous pourrions ajouter, par exemple, Air France ou bien Renault. Savez-vous, Madame la Ministre, que Renault paye d'une société suisse certains de ses salariés qui n'exercent pas leur activité salariée ni ne sont domiciliés en Suisse, mais qui pourtant reçoivent leur paye de Suisse. Donc, on est en plein contournement fiscal et social. Notre amendement propose de lutter contre l'exil fiscal en interdisant aux établissements de crédit d'exercer des activités dans les paradis fiscaux, sauf évidemment à communiquer toutes les informations utiles pour les services français. J'aimerais pointer les projecteurs de l'hémicycle sur les turpitudes gouvernementales. Regardez, au mois de septembre dernier, nous étions ici dans cet hémicycle et le gouvernement nous a fait voter 11 conventions d'échange d'informations en matière fiscale avec des paradis fiscaux comme le Belize. Et le rapporteur lui-même, d'ailleurs, déclara que ce serait très difficile de contrôler les informations qui nous seraient fournies par ces paradis fiscaux. Autant dire que nous ne croyons même pas à l'utilité de ces contacts, tant il est vrai qu'on ne peut pas admettre que l'idée d'un accord avec des États voyous et l'État français puisse déboucher sur quelque chose. Alors, Madame la Ministre, nous proposons de prendre une mesure qui moralise la situation. Merci, Monsieur Brard. Monsieur le rapporteur, votre avis? Défavorable à l'amendement, Monsieur Brard, dans la mesure où, comme la ministre l'a indiqué lors du point presse qu'elle a fait la semaine dernière, par accord d'ailleurs avec les établissements financiers, mais qui sont tout à fait sur cette ligne, tous les établissements, les succursales installés dans des paradis fiscaux, mais au-delà, et c'est en fait la question de votre amendement, dans des territoires où on n'arrive pas à passer de véritables conventions d'assistance administrative, de communication d'informations, ces succursales seront fermées. Alors, elles l'ont déjà été dans les quelques paradis fiscaux, liste noire, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais l'idée c'est également de fermer là où on ne peut pas avoir accès aux informations. Merci. Madame la Ministre, votre avis sur cet amendement? Défavorable, mais je tiens à rappeler que la France s'est dotée d'outils de lutte contre les juridictions non coopératives en imposant une obligation de transparence à ces établissements de crédit sur leurs implantations dans ces territoires. Désormais, les banques se sont engagées à fermer leurs filiales et leurs succursales dans ces territoires. Il n'est pas possible d'aller plus loin unilatéralement, alors que de surcroît, le dispositif proposé soulèverait de nombreux problèmes juridiques et de faisabilité. J'ajoute que la liste des paradis fiscaux s'est considérablement réduite. Nous avons désormais 36 conventions d'échange d'informations qui ont été signées. Nous sommes en train de tester, nous sommes très vigilants sur l'efficacité et, j'allais dire, le caractère effectif de ces conventions d'échange d'informations. Je crois que nous sommes dans une période de test vis-à-vis de pays qui jusqu'à présent ont été non coopératifs et qui souhaitent le devenir. Et je crois qu'il faut donner la chance à ces conventions. Merci, Monsieur Brard, vous avez demandé la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, je ne suis pas sûr que vous ayez prêté une oreille très attentive à ce que j'avais dit juste avant, qui justement s'inscrivait en faux contre ce que vous venez de répéter. Mais je vous renvoie à la lecture d'un numéro du Parisien d'il y a quelques mois, qui citait un exemple qui ne se situait pas même dans un des pays de la liste noire que vous avez blanchi dans les conditions que je rappelais. C'était au Luxembourg. Et ce journaliste du Parisien a appelé une filiale du Crédit Mutuel, même le Crédit Mutuel. Et là,
Que s'est-il passé? Le Parisien s'est fait passer, le journaliste, pour un client qui avait des sous à placer, mais qui voulait éviter la curiosité du fisc. Et que s'est-il passé? Eh bien, on lui a proposé un rendez-vous pour lui arranger son affaire et qu'il puisse déposer des fonds et les placer dans des conditions d'opacité qui montraient que même en n'étant pas sur la liste noire, on continue de tolérer d'une sorte, du point de vue de l'éthique, des malversations avec la bénédiction des États. Donc ne nous dites pas qu'on progresse, que les paradis fiscaux c'est fini, tout ça c'est de la propagande, c'est pour amuser les nigauds qui applaudissent des deux mains au discours lénifiant du président de la République. Bien, je vais mettre aux voix cet amendement 258 qui, je le rappelle, a un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. J'ai une série d'amendements identiques. Monsieur le rapporteur général, un amendement numéro 28. Merci de bien vouloir le présenter de la Commission des finances. C'est un amendement qui a été présenté par notre collègue Charles de Courson, donc en son absence, puisqu'il a été adopté par la Commission des finances, je vais le présenter. Bon, il concerne les auto-entrepreneurs. Je salue d'ailleurs, puisqu'Hervé Novelli est présent cet après-midi avec nous, je salue la grande réussite que constitue la mise en place du statut d'auto-entrepreneur. C'est une des innovations principales que nous avons apportées au cours des dernières années et ça marche. Et c'est un des bons exemples où on facilite la vie aux Français qui créent plutôt que d'apporter de la réglementation supplémentaire pour empêcher, contraindre ou brider ceux qui créent. Donc, bravo au statut des auto-entrepreneurs. Mais comme ceci marche très bien, la rançon du succès, c'est évidemment d'introduire, selon notre collègue Charles de Courson, un tout petit peu, un zeste quand même, de réglementation. Et il le fait par le biais suivant, la 3e année d'existence, parce que, comme nous l'avait expliqué Hervé Novelli en son temps, le statut d'auto-entrepreneur avait souvent vocation à déboucher sur la création d'une véritable entreprise pérenne sous forme de SARL, etc. Et donc, notre collègue Charles de Courson a proposé que la 3e année d'existence, l'auto-entrepreneur fournisse une attestation établie soit par un expert comptable, soit par un centre de gestion agréé, sur la réalité, le chiffre d'affaires, etc., les éléments de son activité. Tel est l'objet de l'amendement. Tout de suite, s'il vous plaît. Madame le ministre, votre avis sur cet amendement 28? Madame la Présidente, mon avis sera défavorable. Je crois que la mise en place d'une telle disposition serait discriminante en faveur des auto-entrepreneurs par rapport aux autres travailleurs indépendants. Elle induirait une charge administrative qui est totalement contraire, et je parle sous le contrôle d'Hervé Novelli qui est ici, à l'esprit du régime de l'auto-entrepreneur. Elle constituerait de fait une limitation dans le temps du régime de l'auto-entrepreneur, tant elle constitue une complexité, une charge supplémentaire pour des auto-entrepreneurs qui, par nature, ont un chiffre d'affaires qui est le plus souvent très faible. Merci, Monsieur Novelli. Bien, Madame la Présidente, Madame le Ministre, Mesdames et Messieurs, je voulais d'abord remercier le rapporteur général de s'être réjoui avec, j'imagine, l'ensemble des parlementaires du succès de l'auto-entrepreneur. Je voudrais ajouter quelques chiffres pour compléter le propos de Madame le Ministre. Aujourd'hui, il y a près d'1 million de Françaises et de Français qui ont opté pour ce statut. Même si tous n'ont pas développé une activité, eh bien, en 2011, c'est près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui auront été déclarés comme étant ceux des auto-entrepreneurs. Or, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 1 milliard d'euros de rentrées essentiellement sociales qui auront été générées par un statut, un simple statut dont on voit bien qu'un statut peut rapporter de l'argent dès lors qu'il opte pour la simplicité. Ce statut a déjà été encadré, nous y avons veillé au fil des ans pour éviter tel ou tel abus. Et comme l'a dit Monsieur le rapporteur, cet amendement propose en fait
que les auto-entrepreneurs aient l'obligation, au bout de 2 ans, d'avoir recours à un expert comptable ou un centre de gestion agréé pour certifier leur déclaration. J'y vois une mesure stigmatisante, bien sûr, qui, en plus, s'apparente un peu à la chasse aux pauvres. Je rappelle que les chiffres d'affaires des auto-entrepreneurs, en moyenne, c'est 700 € par mois, donc on voit bien que ce n'est pas là que réside le plus de fraude. En termes de discrimination, je rappelle que 3 ministres se sont engagés par lettre pour que l'ensemble des micro-entreprises, qui était le statut qui existait auparavant, optent pour le statut de l'auto-entrepreneur au début du lancement de ce régime. Et donc, cet engagement des 3 ministres serait caduc, puisque ces micro-entreprises seraient aujourd'hui pénalisées, alors que ceux qui n'ont pas opté pour ce statut ne le seraient pas. J'ajoute enfin que cela rajoute une contrainte, comme l'a dit Valérie Pécresse, une contrainte supplémentaire en termes de réglementation au moment où la simplification est partout à l'ordre du jour. Enfin, les experts comptables et les centres de gestion agréés viennent de refuser de jouer ce rôle par un communiqué. Ils demandent le retrait de cet amendement parce que ça ne leur semble pas adapté à ce qu'il faut faire. Il vaut mieux accompagner les auto-entrepreneurs que de leur infliger des contraintes stigmatisantes et supplémentaires. C'est pour ça que je souhaiterais que Monsieur le rapporteur général puisse retirer cet amendement, ou sinon, bien sûr, j'appellerai l'ensemble de mes collègues à voter contre. Monsieur Forestier, vous vouliez prendre la parole? Madame la Présidente, je crois qu'Hervé Novelli a été extrêmement clair. Vous savez mon attachement pour le sujet de l'entreprise, et je voulais moi aussi aller dans le sens de ce qu'il vient d'exprimer et dire que, sans revenir sur tout ce qu'il a dit, qu'on ne peut pas constamment, quand il y a liberté et l'esprit d'entreprise promu dans notre pays, peu à peu revenir à de nouvelles réglementations qui enserrent un statut, et je pense que ce n'est vraiment pas nécessaire d'adopter cet amendement. C'est pour ça que je ne suis pas certain, Monsieur le rapporteur général, que vous ne soyez pas au fond d'accord avec nous. La demande de retrait me paraît tout à fait sensée. Bon, Monsieur Paternotte, très rapidement. Oui, très rapidement, Madame la Présidente. Moi, je suis ravi de l'avis du gouvernement. Je pense que les valeurs travail, simplification des normes, responsabilité et confiance dans les entrepreneurs induisent le retrait de cet amendement qui me paraît pas très sain. Merci. Bien, Monsieur le rapporteur général, vous avez été interpellé. Je suis plutôt convaincu par l'argumentation notamment de mon collègue Hervé Novelli. Et puis il y a un second point qui est tout récent. Cet amendement présenté par Charles de Courson reposait sur l'idée que les centres agréés, les experts comptables participeraient vraiment spontanément ou presque à ce dispositif. Et c'est vrai qu'ils viennent par communiqué d'exprimer leur hostilité. Donc dans ces conditions, je retire cet amendement. Merci. Donc l'amendement est retiré. Le 311 n'est pas défendu. Nous arrivons au 176 qui n'est pas défendu. Monsieur Forestier, le 151. Merci Madame la Présidente. Cet amendement va dans le même sens que ce qui a été dit précédemment par nos collègues et par moi-même pour essayer de simplifier l'environnement juridique des petites entreprises. Vous savez qu'en cas de vérification de comptabilité, le contribuable, c'est-à-dire l'entreprise, dispose de 30 jours pour répondre, sauf si elle demande un délai supplémentaire. Par contre, l'administration, pour les petites entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 526 000 € en cas de vente ou 460 000 € en cas de prestation de service, l'administration, pour ces petites entreprises, et dans le cas d'une vérification de comptabilité, elle dispose de 60 jours pour répondre. Et donc cet amendement, il vise simplement à rétablir une certaine équité entre le contribuable et l'administration et à demander que l'administration dispose elle aussi de 30 jours de délai de réponse, ce qui me paraît important pour 2 raisons. D'abord sur un problème de principe, ça me paraît clair, et deuxièmement, je voudrais rappeler que les entreprises dont il s'agit sont des entreprises qui ont peu de cadres par définition, qui ont beaucoup de choses à faire au quotidien, et il est évident qu'un délai qui s'allonge à 60 jours, 2 mois pour répondre à une vérification de comptabilité, crée une incertitude qui n'est pas du tout favorable. Donc je crois que pratiquement, en pratique pour l'administration, cette proposition pourrait très bien être résolue par un échelonnement différent
des vérifications de comptabilité, et on aurait donc une homothétie entre le délai de réponse du contribuable et celui de l'administration qui serait à 30 jours. Je crois que ce serait un signe très positif au prix d'une réorganisation peut-être des procédures internes de l'administration fiscale, un signe très positif apporté à nos entreprises. Et là aussi, j'invite nos collègues à adopter cet amendement et à donner ce signe. Merci, Monsieur Forissier. Monsieur le rapporteur général, votre avis? Je suis défavorable à cet amendement. Non, il est tout à fait logique qu'il y ait une dissymétrie dans le délai entre le délai offert aux contribuables et celui de l'administration. Non, tout simplement parce que l'administration est soumise à des dizaines et des dizaines de milliers de cas et elle a là un délai de 2 mois. On ne peut décemment pas aller en deçà du délai de 2 mois. Bien, Madame le ministre. Oui, l'avis est défavorable. D'abord parce que dans beaucoup de cas, le délai de réponse de l'administration est de 30 jours, et de moins de 30 jours, et puis parce qu'il y a aussi toute une série de cas légaux et de contraintes légales qui font que le délai ne pourra pas être de 15 jours, donc de 30 jours. Donc je crois que vraiment, cet amendement n'est pas réaliste et l'avis est défavorable. Merci, Monsieur Forissier. Vous le retirez? Je voudrais juste avoir une précision, Madame la Ministre, parce que si je comprends bien et si je ne me trompe, cette disposition à 60 jours, elle n'existe que depuis le 1er janvier 2008. Donc nous avions avant un délai qui était plus long. Et je redis deuxièmement que c'est un problème d'organisation, plus court, pardon. Et deuxièmement, c'est un problème d'organisation interne à l'administration. Je veux dire, il suffit de faire moitié moins de dossiers tous les 30 jours. Bon. Je mets aux voix cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Vous levez vos mains, je compte. Il n'est pas adopté. Le 412 est présenté par le gouvernement. Madame la Présidente, l'article 48 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a instauré, vous le savez, à titre expérimental pour les années 2008 à 2010, des dispositions qui visent à limiter l'impact financier pour les entreprises des franchissements de seuils de 9, 10, 19 et 20 salariés. Alors il s'agit de la contribution au financement de la formation professionnelle, des cotisations sociales sur les salaires des apprentis, des réductions des charges sur les bas salaires, dites réduction Fillon, de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires, dites TEPA, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, FNAL. Ces dispositions consistent en un gel sur 3 ans, suivi pour la contribution au financement de la formation professionnelle, le FNAL, d'un lissage sur 3 ans avant l'application du taux de droit commun. Cette mesure a été prolongée pour l'année 2011. Compte tenu de l'effet positif du gel et du lissage des contributions sociales pour la trésorerie des très petites entreprises et afin de ne pas pénaliser celles qui atteindraient ou franchiraient les seuils mentionnés à partir du 1er janvier 2012, le présent amendement vise à proroger ce dispositif pour l'année 2012. Bien, Monsieur le rapporteur général. Excellent amendement, avis favorable. Monsieur Brard, votre avis sur cet amendement? Je ne partage pas cet enthousiasme, parce que l'air de rien comme ça, de prolongement en prolongement, évidemment, on peut aller jusqu'à l'éternité et on fait sauter les seuils et en réalité, ça fait partie de votre politique de niche, mais habillée différemment, qui permettent de se soustraire aux cotisations sociales pourtant tout à fait légitimes. Merci, Monsieur le rapporteur général. Vous avez la parole. Une précision. Pour vous rassurer, il ne s'agit pas pour une entreprise donnée de prolonger à l'infini le délai. À partir du moment où elle a passé le seuil, elle a 3 ans. Ça, on ne le remet pas en cause. Il s'agit de proroger pour de nouvelles entreprises qui viendraient, de proroger ce dispositif qui fait qu'on a 3 ans. Donc, mais vous avez raison de poser la question. Ça méritait d'être précisé. Merci de le reconnaître. Merci de le reconnaître. Je mets donc aux voix cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. Monsieur Yano, un amendement 69, s'il vous plaît. Un amendement très important, Madame la Présidente. L'amendement 69, donc, qui porte sur les délais effectivement de prescription de l'action de recouvrement pour les commandements des comptables publics dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Vous imaginez donc que cet amendement est très important et n'a rien à voir avec la dérive des continents, contrairement à ce que mes voisins peuvent imaginer. Voilà. Si vous voulez, je peux avoir plus de détails, Madame la Présidente, parce que je sens qu'il y a peut-être une attente de la part
de mes collègues. va déjà Mais autrement, interroger- je pense que l'essentiel a été dit. Merci. On va interroger le rapporteur général et la ministre. Favorable, d'ailleurs, je suis prêt, Allez voir à sur aller place. voir sur place l'opportunité de cet amendement. Bon, et vous, Madame le ministre? Ah, moi, malheureusement, je sens que je ne serai pas invitée, mais je dis au nom du gouvernement que nous sommes très heureux de cet amendement qui sécurise le recouvrement des créances fiscales. Bien, mais écoutez, je vais mettre cet amendement au voie. Qui est pour? Qui est contre? Il est